Olivier vous l'a dit, mon nom est Grégoire Vinier. Il vous a dit aussi, vous m'avez coupé comme je dis, j'étais le fils de Bernard Vinier, le petit-fils de Jean Vinier, l'arrière-petit-fils de Charles Vinier. Excusez-moi, le temps est imparti, on va monter très loin, et pardon de n'avoir cité que la lignée paternelle. Vous voyez là, symétriquement, mon fils, Morel Vinier, qui porte le chapeau de son papa, la canne de son grand-père, et qui pose dans le jardin de sa mère, Armelle, jardin dans lequel on trouve des magnolias et azaleas. Vous allez sans doute trouver, à raison de ma manière de présenter un petit peu singulière, je crois que ça va s'expliquer par la suite. Olivier vous l'a dit, j'exerce le métier d'architecte en France et à l'étranger, étant également diplômé de l'école des Beaux et Chaussées, je travaille sur des objets un peu techniques. Voilà, quelques-unes de mes références. Quelques-unes de mes références, comme là on voit le chantier du métro de New Delhi, celui de Dubaï à gauche, et un certain nombre d'ouvrages en France, à Toulouse, à Moulins, à Nancy. Ces projets datent déjà d'un certain temps et ont été élaborés avec le souci de réfléchir à l'homme dans sa culture d'accueil, qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas la mienne, évidemment, puisqu'il s'agit pour certains de projets à l'étranger. Cette question a été naturellement étendue à l'écologie des sites dans lesquels se trouvent ces ouvrages, étant donné leur échelle géographique. Et donc, enseignant d'abord la construction pendant une dizaine d'années, progressivement je me suis mis à enseigner l'écologie. Ce qui m'a amené à écrire mon cours, et je remercie là mon éditeur, l'édition Erol, ici présent, qui a bien voulu me faire confiance. Cours qui reprend l'essentiel de ce que j'ai pu apprendre au cours de ces 20 ans de pratique, un peu partout. J'enseigne donc mon cours magistral de première année, et puis par ailleurs j'enseigne le projet en cycle master, en 5e année, en relation avec l'université de Hangzhou en Chine, avec un architecte qui n'est pas encore très connu pour le moment, qui s'appelle Wang Shu, et qui va le devenir certainement, puisqu'il a obtenu le Pritzker Prize cette année, c'est-à-dire qu'il être le Nobel en architecture. C'est donc une excellente nouvelle et pour l'écologie, étant donné son travail, et pour la Chine, et donc probablement et même certainement pour nous. Voilà, je voudrais faire juste 5 minutes de petite théorie, le plus simplement, et puis après je présenterai immédiatement après 2 projets qui illustrent cette approche. Alors, un peu de grammaire d'abord. Ce que j'explique à mes étudiants, c'est que là où l'homme n'est pas, la question écologique ne se pose pas. Je m'explique. Dans les biotopes où l'homme n'est pas, on a un métabolisme qui est dit naturel, avec des points singuliers, comme le climax, ou des points de rupture, comme le catalysme. Puis on a à côté l'homme dans toute sa singularité. On a une relation entre l'homme et le milieu naturel dans 2 directions. D'abord, l'homme vers le milieu naturel avec les questions d'impact écologique dont on entend parler souvent, climat ou autre. Et puis, dans l'autre sens, biotope naturel par cadre de vie naturel. L'écologie est donc pour moi la discipline du lien qui unit l'homme et le biotope. Les grandes religions monothéistes ont donné un cadre à cette relation qui est de placer l'homme au centre du milieu naturel. Et cette relation relève d'une éthique qui est révélée par le prophète de son temps. Dans la religion catholique, cette liaison est encore plus poussée, j'allais dire, par la fonction salvifique de cette éthique.
Jésus est le sauveur de l'homme et du monde, et j'allais dire de l'homme dans le monde. C'est cette grammaire assez simple à comprendre que j'utilise personnellement dans mes projets. Après la grammaire un peu vocabulaire, voilà le sommaire de mon livre. Évidemment, je ne vais pas détailler, mais je voudrais faire une remarque par rapport à ça. C'est un vocabulaire commun. J'allais dire commun. Commun, est-ce le vocabulaire d'un scientifique, d'un économiste, d'un philosophe, d'un artiste? Ces mots sont facilement compréhensibles par un très grand nombre de disciplines. Ce qui m'intéresse, c'est, dans la question écologique, c'est le fait que cette question rassemble un certain nombre de disciplines et la force pour trouver des solutions à un langage commun. Voilà pour la grammaire et voilà pour le vocabulaire. Si par exemple je prends le mot cycle, ça renvoie à cycle de vie, et ça tout le monde le comprend, la naissance, la jeunesse, l'adolescence, la maturité, la vieillesse. Eh bien, ce mot cycle appliqué à l'architecture consiste tout simplement à penser le bâtiment comme un organisme vivant, en tout cas qui a une histoire, un passé, un devenir. Va-t-il être réinventé, muté ou être démantelé? On voit qu'avec cette notion de cycle, les questions sont immédiatement très variées et tout à fait intéressantes. À partir de cette grammaire et de ce vocabulaire, je voudrais donc maintenant, en moins de 40 minutes, montrer deux projets qui découlent strictement de cette approche. Le premier est un concours que j'ai fait en 2008-2009 en Irlande, un concours international. Avec une équipe, il y avait un bureau d'études techniques anglais, une entreprise américaine. Et c'est un concours en Irlande. Vous voyez là au fond, sur cette photo aérienne fournie par le client, Dublin, la parsemée Dublin. Et là, la Liffey River, qui est une rivière qui crée un biotope tout à fait exceptionnel d'un point de vue écologique. Et ce qui m'a intéressé de plus, c'est que c'est un milieu habité. Voilà quelques maisons, mais c'est un milieu qui est très fréquenté par les promeneurs, par les pêcheurs. C'est donc, il a une double dimension, une dimension de très haute valeur écologique et une dimension habitée. Le programme du concours était relativement classique, un tramway à faire passer, une piste cyclable et un piéton. Notons simplement que c'est un programme dit propre dans le jargon technocratique, c'est-à-dire avec des moyens de locomotion supposés écologiques qui sont. Quand je parlais de cycle de vie, et j'en terminerai avec la théorie, nous avons là à gauche une petite symbolisation d'un cycle de vie où on voit pour un bâtiment que la phase rouge est la phase de service du bâtiment en service. Et donc là, nous avons une empreinte élevée, tout simplement parce qu'un bâtiment nécessite de l'énergie pour fonctionner. Chauffage, éclairage, orange. Nous avons là une analyse de cycle de vie d'un grand viaduc, imaginez ce vidéo, où là, la phase de service est faible, parce que évidemment, ce n'est pas les 4 containers qui servent à récupérer la route qui utilise beaucoup d'énergie, mais la phase de construction et la phase de démantèlement qui sont extrêmement prégnantes. Pourquoi? Parce que construire un grand ouvrage, en général, détruit une bonne partie de la vallée, et le démanteler, si on envisage le démantèlement, de la même manière. C'est donc cette singularité particulière en termes d'analyse de cycle de vie que posent les grands ouvrages. Et logiquement, rationnellement, j'allais dire, notre projet a essayé de réfléchir non pas à l'ouvrage tel qu'il se présenterait une fois en place sur l'esthétique de sa technique, mais au contraire un ouvrage qui diminuerait l'impact de ces deux phases, la construction et le démantèlement. Nous avons donc réfléchi à un procédé de construction qui justement permet d'éviter de détruire la vallée au moment de la construction. Vous avez là en haut l'état initial de la vallée, une coupe symbolisée avec de la végétation,
Puis, toutes les étapes de la construction. Ici a été envisagé des fondations les plus légères possibles pour avoir des engins sur cheville et non sur pneus et non pas sur cheville. Puis des piles qui seraient électroniées comme les pylônes de remontée mécanique. Puis un travail de tuileries et non pas de plis à la rivière pour progressivement construire le pont. Vous voyez là des petites analogies avec les animaux. Pardon, là, ça a été un peu vite, en fait. Voilà. Et puis donc toutes les phases de construction finale pour envisager après, là c'est le stade final, et après le démantèlement par le même pied. C'est donc un ouvrage qui est, encore une fois, non pas conçu seulement pour ce qui sera en place, mais pour la construction. Là, simplement, quelques exemples d'espèces en place. C'est dommage que je ne vois pas la référence là d'un ouvrage d'un auteur à qui j'ai dédié peut-être un peu préciser peut-être. Non, j'ai l'impression. Bon, c'est pas très grave. C'est un auteur qui est. C'est un auteur qui s'appelle Dominique Vermersch et qui a écrit un livre tout à fait remarquable qui s'appelle L'éthique en friche. Et qui est cet auteur a la particularité d'avoir été le modérateur, le médiateur, je ne sais pas, de la communauté Emmanuel et qui est maintenant recteur de l'Université catholique de l'Ouest. Un ouvrage tout à fait intéressant qui pose une question assez essentielle en termes d'éthique et de politique. Là, c'est une référence aussi d'un ouvrage d'un professeur à l'école Denis qui écrit un livre quasiment de poésie qui s'appelle La quatrième feuille, 3 études naturelles sur le développement durable. Philippe Jamel, je le cite à chaque fois que je présente ce projet parce que ça me paraît être deux ouvrages tout à fait essentiels. Vous voyez là une vue assez inhabituelle, c'est le pont en coupe, inhabituel dans la présentation d'un projet. Vous voyez ici la réflexion sur les fondations et le fait de réfléchir à ce qui se passe en dessous au niveau du sol, puisqu'on sait qu'on a une biodiversité au moins égale à celle qui se trouve au-dessus. Vous voyez là le site avec un photomontage. Simplement une anecdote, cette photo a été prise par quelqu'un, un photographe, un jeune photographe néerlandais qui s'appelle Dave Walsh et qui travaille pour l'association Greenpeace, qui a reçu un prix de la photo de l'écologie au moment où il avait pris cette photo. Cette photo a été, je lui ai demandé de prendre une photo par mauvais temps, et il est allé le prendre avec un temps absolument épouvantable. Il m'a dit que son crédit avait vraiment du mal à rester en place au moment de la photo. Ceci pour dire que les éléments naturels font partie intégralement d'une approche dite environnementale. Vous voyez, il y a une chose un peu surprenante, presque inhabituelle, c'est, je précise que la photo était racontée légèrement, vous voyez, mais à peine. C'est-à-dire que cette feuille-là fait la taille de à peu près de l'écran. Une sorte de retournement du regard, et c'est là où on commence à rentrer dans la singularité de l'approche. C'est-à-dire que l'homme peut rentrer dans la ville, mais finalement, c'est la nature qui, au lieu d'être comme dans un zoo, est libre, en quelque sorte, et l'homme, lui, est mis à distance de la nature. C'est donc cette inversion de position qui m'a paru intéressante à travailler. Vous voyez là aussi des choses un peu plus courantes qui sont de l'information pour les gens qui emprunteraient le pont. Simplement, je mets cette photo parce que je crois que une des spécificités, on le sait évidemment, vous le savez, de l'homme est son intelligibilité, sa capacité à être informé par des messages relativement complexes. Et je dirais que l'approche environnementale doit faire feu de toute possibilité, toute opportunité pour améliorer ce rapport avec l'environnement. Alors vous avez remarqué probablement évidemment que le pont était de couleur jaune, qui n'est pas la couleur à la mode en 2008 chez les architectes, mais qui résulte d'un travail avec une recherche sur ce dont on pouvait disposer comme information sur la vision des oiseaux. Il semblerait que la couleur que communément les oiseaux voient le mieux la nuit est le jaune. La réponse rationnelle était, et donc nous allons peindre en jaune. Voilà un photomontage du pont dans son site, avec une partie nuit ici et une partie jour, avec la couleur dont j'ai parlé. Et puis une photo plus grande qui est la couverture de mon livre.
Il n'y a rien d'autre à dire que c'est une vue qui est le genre de vue habituel dans un concours d'ouvrage, c'est-à-dire que très majoritairement, le choix du client se porte sur l'appréciation d'un ouvrage sur l'image à un instant T, ce qui n'était pas notre démarche. Se posait quand même un problème avec une approche de ce type. C'est quand on fait un grand pont métallique comme ça, et quand on le peint pour protéger la corrosion, bien entendu, on a une durée de vie limitée de la peinture. 35 ans avec les meilleurs procédés. Voilà. Et au bout de 35 ans, on est obligé de se poser la question de la remise en peinture ou de la récupération, enfin des interventions de maintenance au bout de 35 ans. C'est pas seulement une question économique, c'est une question aussi écologique, parce que même si on confine les ponts, on a, je dirais, grossièrement, on repeint la vallée à chaque fois. Et or, c'est tout à fait n'importe quel type de peinture est un polluant. La question qui m'était posée donc, c'était quelle solution je peux trouver pour éviter, d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, d'utiliser ce type de protection anti-corrosion. C'est une question que je me suis posée entre deux tours, c'est une compétition qui est plusieurs tours, et à la fin, dernier tour, on était plus simple, dont Norman Foster, en compétition. Et c'est mon architecte, mon associé, architecte du patrimoine, qui m'a aiguillé sur la solution que j'ai proposée au dernier tour, raison pour laquelle je me suis présenté en revendiquant une filiation, ou en tout cas une histoire des générations précédentes. La solution, la voici. Olivier en a un petit peu parlé, une solution qui peut parler est évidemment très très singulière. Vous voyez là le dôme des Invalides à gauche. Mais regardant le dôme des Invalides aujourd'hui, je m'aperçois que 25 ans après, puisqu'il a été redoré à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, mais redoré non pas pour des raisons de corrosion, mais simplement pour qu'il soit éclatant au moment du bicentenaire, je me suis dit que la solution était peut-être bonne. J'ai donc contacté l'entreprise qui a réalisé en 1989 la dorure du dôme des Invalides. À ma grande surprise, j'ai cru que c'était pas à ma grande surprise, il s'agit d'un artisan au Faubourg Saint-Antoine. Alors, mon agence est à Nexty, donc c'est pas loin. Le gars est venu, et ils sont, dans son entreprise, ils sont 5 compagnons, mais 6. Petit gars très rappelé. Et il me dit, je reviens de New York, où j'ai fait la flamme de la statue de la liberté, avec le procédé de dorure à la rue d'or, le procédé historique. Il était en concurrence, moi sur ce point, il était en concurrence avec des entreprises qui, elles, avaient une publicité importante, et qui étaient des entreprises qui ne seraient pas là, mais qui sont des entreprises de plusieurs milliers de personnes. Et il a dit aux Américains, au moment de l'appel d'offres, il a dit, quand j'aurai fini le travail, vous ne me reverrez jamais. Vous verrez peut-être mon fils, et probablement mon petit-fils. Ce qui, en termes d'argument, notamment développement durable, est non seulement extrêmement efficace pour les commercial, mais parfaitement compréhensible pour un Américain. Les Américains ont dit toujours ces procédés. Et j'ai travaillé avec ces hommes-là pour envisager cette solution. J'ai fait un comparatif global de 0 à 150 ans, 150 ans étant la durée de vie actuelle d'un pont, avec une version peinte et une version d'or. Et j'arrive, surprise, à un coût qui n'était pas tellement différent. Et j'allais dire que, à ma grande surprise, j'étais le pont qui était le moins cher de l'ancien. Pourquoi? Parce que, étant optimisé en termes de poids pour une traînée de pile, j'allais dire aiguillonné par cette approche environnementale, ma structure est devenue extrêmement performante. Et j'allais dire sans que forcément je le cherche. Et donc du coup, ce que je voulais montrer avec un procédé comme ça, était que d'une part, l'approche environnementale n'est pas nécessairement forcément